Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Tentative d'évasion ce mardi au pénitencier national. Un détenu armé a été maîtrisé par des agents de la direction de l'administration pénitentiaire qui ont effectué des tirs de sommation. Des négociations seraient en cours entre le président Jovenel Moïse et des leaders de l'opposition en vue de la formation d'un gouvernement de consensus. Plus de 2000 femmes entrepreneuses ont reçu des chèques de 25 000 gourdes ce mardi dans le cadre du programme ONA Femmes. La cérémonie s'est déroulée au Palais National. 80 000 commerçantes seront touchées selon le président Jovenel Moïse. Une vive tension a régné ce mardi au pénitencier national, le plus grand centre carcéral du pays. Des tirs nourris ont été entendus, ce qui a créé un vent de panique dans l'entourage de la prison. Selon des informations dont nous disposons, un prisonnier avait en sa possession une arme à feu. Les agents de la direction de l'administration pénitentiaire, DAP, ont effectué des tirs de sommation avant de prendre le contrôle de la situation. Le détenu armé a été finalement maîtrisé. Bilan final, aucun prisonnier n'a pu quitter la prison. Le chef de l'État réitère sa détermination à rendre le crédit accessible aux couches vulnérables de la population. 2026 femmes entrepreneuses ont reçu des chèques de 25 000 gourdes dans le cadre du programme ONA Femmes. Le président Moïse recommande au directeur de l'ONA d'utiliser 2 milliards de gourdes pour financer 80 000 petits entrepreneurs dans le cadre des programmes ATPLAT et ONA Femmes. Le président Moïse rappelle également que 2 milliards de gourdes de crédit seront alloués à plus de 2000 jeunes entrepreneurs dans le cadre du projet d'appui au partenariat jeune PAPEJ. C'est pour me dire, nous, bataille là, son bataille qui est difficile en pile, surtout lorsque son monde qui sorti côté me sorti et puis qui choisit aujourd'hui qui dit moun ça yo bagala pas ka finir comme ça pendant moi même moi président faut me créer un chemin pour yo. Même gens 2000 entreprises jeunes que nous créons, que nous demandons pour gagner 1000 entreprises qui fait entre mois janvier et mois juin, et 1000 autres entre mois juin et mois décembre. Ça veut dire en 2020, il faut gagner 2000 entreprises. Ça sont l'autre programme pour nous connaître tout, qui n'a pas tout. Nous-mêmes, pour 80 000 crédits, ça veut dire 20 000 crédit qui commence à là, ça veut dire 40 000 on a fait en tout, 40 000 à tes plates là, fuck, il y a 2 milliards de gouttes qui partent pour lui, mais il faut tout dire nous tout. Gagner 2 milliards de gouttes encore qui parlent dans mais petite nous. Ça veut dire que les gens qui finissent dans l'université, les gens qui finissent, qui ont même qui ont un bon genre projet, et pourtant, les gens n'ont pas joindre côté qui pour prêter pour faire projet, nous prenons décision pour que chaque projet nous capables de financer entre 250 000 gouttes jusqu'à 1 500 000 gouttes. Ça veut dire, si vous avez un projet qui coûte 400 000, bienvenue. 800 000, bienvenue. 1 200 000, bienvenue. Ça veut dire que c'est des projets que jeunes nous disent, qui parlent dans tout domaine. Ce n'est pas seulement agriculture, qui parlent dans le domaine service, qui parlent dans tout domaine net. 2000 crédits à ça, nous décidons de mettre 2 milliards de gouttes dans le crédit. Et pour nous rappeler tout le monde, un peu le monde a fait critique pour dire que le président a venu retirer tout l'argent l'ONA pour la gueule, pour faire des autres dans l'ONA. Non, nous disons qu'à travers le trésor public, nous prenons garantie fonds ça. Ce n'est pas que nous allons remettre comme là, non, déjà l'ONA, vous comprenez. Le trésor public a garanti ça pour que moun leur paye comme bio, ça veut dire pour pas aucune inquiétude, parce que l'argent l'ONA, ce n'est pas l'argent pas trésor public. L'argent l'ONA, ce n'est pas l'argent pas nous. L'argent l'ONA, c'est l'argent déposant, ça veut dire ouvrier avec patron ensemble, qui mettent ensemble pour
mettez comme ça. Mais Jean DG a dit là, comme ça, l'ONA a une possibilité tout pour le capable de prêter mon l'argent. Et c'est pour ça que nous prenons décision ça, grosse décision ça, pour pas pêcher là. Jeunes yo k'ap tande là, pour yo connaître que une possibilité aujourd'hui pour yo prêter comme pour yo faire business yo. Jeunes dans tout pays, côté nous y a dans 4 coins pays d'Haïti, sur 27 750 km², viennent avec projet nous pour nous capables de participer dans le concours parce qu'il y a 2000 projets qui vont réussir. Des sources dignes de foi ont fait état de la poursuite des négociations entre le président Jovenel Moïse et des leaders de l'opposition en vue de la formation d'un gouvernement de consensus. Dans le même temps, des dirigeants politiques ont entrepris de favoriser une entente entre les divers secteurs de l'opposition. Il s'agira de regrouper les signataires des accords de Mariotte et de Kinam, ainsi que les formations indépendantes de ces alliances. Le chef de file du parti UNIR, Clarence Renoir, c'est bien ça, se réjouit de la possibilité de dialogue entre le président Moïse et l'opposition radicale. Dans une démocratie, il faut convaincre et non imposer ses vues. Convaincre implique le dialogue, a martelé M. Renoir, faisant valoir que l'objectif n'est pas la formation d'un gouvernement, mais la conclusion d'un accord politique. Il exhorte les protagonistes à mettre de côté leur orgueil afin de parvenir à une solution gagnant-gagnant. Si la nouvelle conjoncture est plutôt favorable au chef de l'État, M. Renoir met en garde contre tout triomphalisme, expliquant qu'un retournement de situation est toujours possible. Il recommande au président Moïse de faire montre de sagesse et de rechercher la confiance des acteurs lors des prochaines discussions. M. Renoir insiste sur la nécessité pour que les acteurs tirent leçon des positions inflexibles exprimées à la fin de l'année écoulée. En politique, on ne peut pas avoir des ennemis éternels, a-t-il laissé entendre. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo avait exprimé la semaine écoulée les préoccupations de l'administration américaine en ce qui a trait à la gouvernance par décret. En raison de la caducité du Parlement, le président Jovenel Moïse devra édicter des décrets pour faire fonctionner l'administration publique et réaliser des élections. Dans un tweet, l'ambassade des États-Unis a fait écho de la position exprimée par M. Pompeo lors de sa rencontre avec le chef de la diplomatie haïtienne. Accord de conciliation pour le sauvetage national. Tel est le nom de ce document qui a été présenté ce mardi à la Nation. Les organisations signataires de cet accord préconisent la convocation d'un dialogue inclusif, sans conditions préalables, la mise en place d'un gouvernement consensuel, la réforme constitutionnelle ainsi que l'organisation d'élections. Il s'agit d'un accord qui n'est ni la synthèse du consensus de Mariotte, ni celle de Kinam, précisent les initiateurs. Suivez les explications de l'ingénieur Ernst Charles Junior, coordonnateur d'une organisation de pêcheurs. Sur le plan politique, les partis politiques, groupements et regroupements des partis politiques, les organisations représentatives de la société civile, ainsi que les secteurs organisés, l'Église, les syndicats, le secteur patronal, les vaudouisants, les organisations de femmes, l'université, etc., et de la présidence doivent s'engager dans un dialogue sans conditions préalables dans le but de trouver une issue à la crise qui secoue le pays depuis plusieurs mois, parvenir à un dialogue inclusif autour des réformes sollicitées par la population au cours des manifestations populaires, envisager l'opportunité d'une réforme constitutionnelle en vue de l'adapter à l'évolution de la société haïtienne, de satisfaire les revendications des Haïtiens vivant à l'étranger et les nouvelles dispositions
des traités et conventions internationales. Parvenir à la mise en place d'un conseil électoral provisoire consensuel en vue d'organiser des élections pour le rétablissement de l'ordre démocratique interrompu. Prendre toutes les dispositions pour accompagner le pouvoir judiciaire en mettant à sa disposition les moyens pour la réalisation du procès Petro-Caribé et le procès des différents massacres perpétrés sur la population de La Saline, de Carrefourfeuille, de Bel-Air, etc. Mettre en place un gouvernement de sauvetage capable d'exécuter la feuille de route définie au cours du dialogue consensuel et inclusif. 2. Sur le plan de la gouvernance, demandons à nos compatriotes de l'opposition de constater que malgré toute pression, manifestation, perturbation de la vie politique et sociale, le président Jovenel Moïse est toujours en fonction et continue d'assumer les charges qui lui incombent. Demandons instamment au président Jovenel Moïse de faire le dépassement de soi et le maximum d'ouverture vers les différents acteurs politiques et sociaux en vue de mettre en place un gouvernement inclusif le plus tôt que possible. Lequel gouvernement devrait avoir à la tête un homme ou une femme d'ouverture capable de rallier tous les secteurs vitaux et de faire l'équilibre nécessaire entre les forces politiques et sociales du pays. Ce gouvernement doit être composé de femmes et d'hommes issus des partis politiques, des organisations sociales, des personnalités crédibles de la société civile et du secteur privé des affaires. Mission du gouvernement: rétablir l'autorité de l'État en renforçant les institutions républicaines. Travailler à la relance de l'économie nationale en mettant l'accent sur les infrastructures, routes, ports et aéroports, etc. Des incitatifs à l'investissement. L'accompagnement réel du secteur agro-industriel, financièrement et techniquement. La relance de la production nationale. Consulter les secteurs politiques et sociaux sur l'opportunité de la mise en place d'une nouvelle constitution. Rétablir en urgence la stabilité et la sécurité dans le pays. Travailler en concert avec le CNGRS et les mairies, notamment celles de la zone métropolitaine, en vue d'assainir les communes du pays et particulièrement l'environnement de la capitale. Mettre à la disposition des mairies les fonds de gestion de collectivités territoriales sans complaisance. Un policier a été abattu lundi à la mi-journée dans la zone de Torcelles. L'agent 2, Lucner Montas, 37 ans, affecté à la prison civile de Hinches, a été blessé par des bandits. Il est décédé avant d'arriver à l'hôpital. Notre invité de ce soir est l'ingénieur Claude Prepty, bien connu. Et la raison de sa présence est bien entendu ce que l'on voit sur tous les réseaux sociaux depuis quelques heures, c'est-à-dire ce tremblement de terre d'une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter et qui a frappé entre le sud de Cuba et le nord de la Jamaïque. Bonsoir, ingénieur Prepty, et bienvenue sur le plateau de Métro News. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est toujours avec plaisir que je réponds à l'invitation de Métropole. Voilà. Bon, alors, comme je viens de le dire, tout le monde en parle. Tout le monde en parle parce que, effectivement, 7,7, c'est pas un séisme qu'on a tous les jours. Ah non, 7,7, c'est énorme. Et vous disiez à d'autres collaborateurs que la secousse a duré 100 secondes. Oui, d'après les informations reçues, la rupture qui a provoqué la secousse a duré près de 100 secondes. C'est-à-dire 3 fois plus que notre qui avait duré 35 secondes. Le 2 janvier 2010, c'était 35 secondes. Ça fait 3 fois plus. Ce qui veut dire que la magnitude était beaucoup plus forte que 7. Wow. Donc 7,7, 7,8.
Bon, tout le monde a parlé de risque de tsunami. Rapidement, Haïti a été mis hors de cause. Apparemment, si tsunami il y a, nous ne serons pas menacés. Est-ce que vous confirmez? Bon, immédiatement que le séisme a eu lieu, les réseaux qui surveillent le tsunami à travers le monde ont lancé un signal d'alerte à certains pays de la région pour dire que, attention, il se peut qu'il y ait un tsunami. Et les côtes haïtiennes étaient en vert. Ça veut dire que Haïti n'était pas menacé. Voilà. Mais quelques heures après, l'alerte a été levée. Donc il n'y a aucun risque de tsunami pour tous ces pays-là, y compris Haïti, heureusement. Magnifique, magnifique. Alors maintenant, revenons à un aspect un petit peu plus technique de la question. Donc cette faille qui a flanché, est-ce qu'elle a un rapport avec nous? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que du côté haïtien, nous avons la faille septentrionale, qui est assez longue, qui passe entre la Tortue et le Mont-Saint-Nicolas, et qui passe au large de la rade du Cap Haïtien, qui se termine du côté de Fort-Liberté. Exact, oui. Et cette faille se poursuit dans la vallée du Cibao, en République dominicaine. C'est ça. Maintenant, du côté de Cuba, la faille se poursuit. Et arrivé à Cuba, on n'appelle plus la faille septentrionale, mais la faille d'Orienté. OK. Et donc, du nom de la province orientée de Cuba. Donc, c'est un segment de cette faille qui s'est rompu aujourd'hui à 2h de l'après-midi et qui a provoqué vraiment ce séisme de magnitude 7.7. Mais c'est la même faille, c'est-à-dire que celle qui a rompu cet après-midi... C'est la même faille, mais ce n'est pas une faille continue. Il y a plusieurs segments, c'est une branche. Ah, d'accord. Une branche de la faille septentrionale. Donc, c'est le segment qui passe au sud de Cuba. Donc, c'est la faille d'Orienté. Et l'épicentre a été localisé en mer. Donc, ce qui risquait de provoquer un tsunami. Mais vous savez que lorsqu'on est loin de l'épicentre, on est moins impacté par ce séisme. Donc, Haïti était quand même à plus de 500 km de l'épicentre. D'accord. 500 km de Mont-Saint-Nicolas. Et au nord-ouest de Jérémie, on était à plus de 485 km de Jérémie. Donc voilà pourquoi on n'était pas frappé par ce séisme quand même fort, 7.7. Mais est-ce que ce séisme de cet après-midi, dont vous venez de me dire que c'est quand même une branche de la faille septentrionale, quelles conséquences ça peut avoir sur notre faille septentrionale? Est-ce que ça risque de la renforcer? Est-ce que ça risque au contraire d'activer son déclenchement? Qu'est-ce qui peut se passer pour nous? En fait, lorsqu'un séisme se produit quelque part, ceci peut avoir un impact sur les failles qui sont tout près. Oui. Cela peut libérer certaines énergies à côté, comme cela peut accélérer aussi d'autres tremblements de terre. Donc, est-ce que ceci va avoir un impact sur le côté septentrional? Je ne sais pas. C'est très difficile de le dire. Mais l'essentiel, c'est que ce segment a rompu aujourd'hui. Mais la dernière fois qu'on a eu un tremblement de terre sur la face septentrionale, c'était le 7 mai 1842. 1842. Donc ça fait déjà 178 ans. Oui. Malheureusement, on ne connaît pas la période de récurrence de ce tremblement de terre. Est-ce que c'est une période de 100 ans, de 125 ans, de 200 ans? On ne sait pas. Mais est-ce que ça voudrait dire qu'avec cette très forte secousse, là maintenant, on est en paix pendant quelques temps encore? On est en paix pour le segment qui concerne la faille d'Orienté. D'accord. Mais les autres segments continuent d'accumuler leur énergie. D'ailleurs, des mesures de géodésie spatiale qui ont été faites sur ce segment-là avaient prévu que dans cette zone, sur la faille septentrionale, il est possible d'avoir un séisme de magnitude 7.7 aussi. Oui, et on a même parlé à ce moment-là de la disparition pure et simple de la ville du Cap Haïtien. Donc 7.7, on a vu que pour Cuba, ça a duré une centaine de secondes. Et si nous regardons le Grand Nord, avec les 3 départements du nord-ouest, du nord et du nord-est, et compte tenu de notre fort degré de vulnérabilité, le bilan sera extrêmement lourd. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on sait s'il y a déjà eu beaucoup de répliques Nous avons, à date, pour l'heure, enregistré 3 répliques. Une première réplique de magnitude 6.1. Wow. Bon, heureusement que les répliques n'auront pas de magnitude supérieure à la secousse principale. C'est ça, c'est ça. Donc la première réplique a été de magnitude 6.1. On a eu une seconde de 4.7. Mais attendons-nous à avoir d'autres répliques pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours. Comme cela s'est produit à Porto Rico. Est-ce qu'on a déjà fait un bilan de ce tremblement de terre? Est-ce qu'il y a eu des dégâts quelque part, soit à Cuba, soit à la Jamaïque?
Bon, je n'ai Parce que pas... sur certains réseaux sociaux, ils disaient même que ça a été ressenti à Miami, où il y a Miami, des évacuations des évacuations d'immeubles. Mais je ne sais pas pour Cuba ou bien encore pour Jamaïque. Non, bon, de toute façon, le séisme a été fortement ressenti et à Jamaïque et à Cuba. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des dégâts matériels? Est-ce qu'il y a eu des morts? On ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. Peut-être que d'ici demain, on aura un bilan beaucoup plus exhaustif. Oui, bien sûr, forcément. Forcément. Donc, pour l'instant, bon, on a pris un petit choc ici, parce que tout le monde, absolument tout le monde, les réseaux sociaux étaient absolument remplis, on ne parlait que de cela. Certains remerciaient le ciel de nous avoir épargnés, d'autres disaient « tout pas nous a fini ». Bon, vous savez, on n'a pas à remercier le ciel pour dire que bon... Merci. Okay, non, nous devons nous préparer tout simplement. Merci. Parce que nous vivons dans une Merci. zone à risque Merci. sismique, nous savons que cela doit venir, nous devons apprendre à vivre avec les failles. Nous savons que l'énergie s'accumule et un jour, cette énergie doit se libérer. Voilà. Donc la seule façon de faire face à un tel phénomène, qui est un phénomène naturel, c'est de bien construire. Et vous avez eu une des plus belles phrases que vous avez dites d'ailleurs en 2010 et que j'ai récupéré à mon profit, c'est un phénomène naturel n'est pas forcément une catastrophe. Non, c'est pas une catastrophe. Bon. La catastrophe se produit lorsque si... la vulnérabilité est mal gérée. Voilà. Donc, gérons mieux notre vulnérabilité. Nous savons que nous sommes vulnérables. Voilà. Mais faisons un effort pour mieux gérer notre vulnérabilité pour qu'il n'y ait pas de catastrophe. Je vous entendais l'autre jour avec votre collègue et ami Calais, Éric Calais. Rapidement, est-ce qu'on a fait des progrès, nous, ici en Haïti, dans ce domaine de la prévention? Des progrès significatifs dans la maîtrise de la sismicité locale. Oui, ça, vous l'aviez avec... On a placé des appareils, on a fait des études de mycosonage, des études de sol pour la reconstruction. Ouais. Nous savons maintenant comment reconstruire. Nous avons des codes de construction parasismiques. Il y a eu plusieurs conférences qui ont été faites, etc. Formation de contremaîtres, formation d'ingénieurs. Oui. Donc ça, c'est un progrès vraiment intéressant. Mais par contre, on n'a pas fait de progrès au niveau de l'aménagement du territoire. Nous continuons à construire de n'importe quelle manière. Donc, les bidonvilles pullulent. D'ailleurs, le tremblement de terre de 12 janvier a accouché Canard. Absolument. C'est un monstre. Oui, c'est un monstre. Total. Donc, alors que la zone de Canaan, c'est la zone d'extension de Port-au-Prince. C'était dans tous les plans d'extension, c'était vers Canaan. C'est une zone perdue maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de Canaan? Est-ce qu'on va essayer de s'accommoder pour avoir des routes normales et de transformer Canaan en une ville moderne? On l'espère bien. Mais la situation est extrêmement difficile au niveau du bâti. Et au niveau de l'éducation, jusqu'à présent, on n'a pas encore introduit le phénomène naturel dans le curriculum des écoles. Il faut le faire. Il faut davantage d'exercices de simulation. Il faut former des professeurs. Et aussi au niveau des secours, de la préparation. Il faut faire davantage de progrès. Certains progrès ont été réalisés parce que nous avons maintenant des plans de contingence pour les 3 départements du Nord. Maintenant, il faut renforcer les mairies, il faut renforcer les délégations. Parce que le délégué, c'est le responsable, c'est lui qui gère le conseil départemental de gestion des risques et des désastres. Nous faisons trop de politique. Il faut dépolitiser ces choses-là, dépolitiser les mairies, parce que le maire est le responsable du conseil communal de gestion des risques. Donc, quand il y a un phénomène naturel, c'est le maire pour la commune qui prend les choses en main, avec toutes les institutions qui sont concernées par la problématique. Et au niveau du département, c'est le délégué. Donc, le délégué doit savoir ce qu'il doit faire. Bien sûr, oui. Ça paraît une évidence. On ne peut pas attendre la communauté internationale après 3 jours de mobilisation pour venir en aide à des gens qui sont sous les décombres. C'est ça. Il faut intervenir soi-même et rapidement. Donc, il faut s'organiser. Bon, ben écoutez, ingénieur Prepti, je ne sais pas si ce que vous venez de nous dire là est fait pour nous rassurer ou pour nous alarmer. En tous les cas, merci de rappeler les fondamentaux que vous venez de faire, à savoir prévention, préparation. Vous faites de votre côté, sur le plan technique, ce qu'il faut faire pour améliorer les systèmes d'alerte. Hein. Donc, c'est ce que j'ai bien compris. Et pour le reste, il faut éduquer. Il faut éduquer tous ceux qui doivent être éduqués. Et surtout bien construire. Et surtout bien construire.
Absolument. C'est ça le nœud gordien. Merci infiniment, ingénieur. Voilà, c'était l'ingénieur Claude Breptier, notre grand spécialiste en matière de sismologie, qui était avec nous et qui nous parlait donc de cet énorme tremblement de terre qui a eu lieu cet après-midi au sud de Cuba et au nord de la Jamaïque d'une magnitude de 7,7 et qui a duré 100 secondes. Heureusement, Haïti n'a pas été concerné cette fois-là. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.